Espace TV, le 22h. C'est l'heure du 22h, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement guinéen ne s'oppose pas au rapatriement par l'administration Trump de près de 2000 de ses ressortissants, mais il pose quelques conditions. Cela, vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis il sera question d'insalubrité avec les cris de cœur des jeunes de Dar Salam qui sont lassés par leur promiscuité avec les ordures de la grande décharge de Conakry. Ils exigent de l'État la délocalisation du site. Et enfin, un massacre à ciel ouvert se déroule en Birmanie au pays de la Dame de Fer. Plus de 123 600 personnes, la plupart des musulmans Rohingyas, ont fui le pays. Le gouvernement guinéen vient d'engager des négociations avec l'administration Trump pour un rapatriement digne et humanisé d'environ 2000 Guinéens en situation irrégulière et qui sont détenus sur le sol américain. Cette décision intervient au moment où les États-Unis ont envisagé des mesures drastiques dans la procédure d'obtention du visa pour les Guinéens désireux de se rendre dans le pays. On fait le point avec Macky Sall et Ibrahima Souma. C'est une situation qui nous afflige. C'est en substance les mots du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui annonce les conditions de retour des Guinéens vivant aux États-Unis en situation irrégulière. Tout d'abord, c'est au niveau local que le département a procédé à un pilotage des actions interministérielles. Le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Action sociale et même parfois le ministère de la Justice si nécessaire pour de prendre les dispositions nécessaires afin que si nos compatriotes sont rapatriés, qu'ils puissent être accueillis dignement dans leur pays. Même si l'administration américaine a décidé de sanctionner la Guinée pour son manque d'efforts dans le rapatriement de ses citoyens, aucune notification officielle n'a été faite au gouvernement guinéen. Nous avons entendu beaucoup de débats autour de visas, autour de menaces, etc., etc. Mais je dois vous dire que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu une notification officielle pour dire que voilà, la Guinée est sanctionnée. Pourtant, nombreux sont les Guinéens qui rencontrent des difficultés pour obtenir le visa pour les États-Unis d'Amérique. Sur ce volet, le secrétaire général des Affaires étrangères insiste sur la notion de souveraineté. La République de Guinée ne peut pas demander à l'administration américaine de laisser nos compatriotes qui sont en situation irrégulière à l'intérieur de leur pays. Les États-Unis, c'est un État souverain, ils sont libres de juger de l'opportunité ou non du séjour d'un citoyen étranger dans leur pays. Ils sont des milliers de Guinéens qui vivent dans la même précarité à la porte de l'Europe. Et rien qu'en Algérie, ils sont 9000 recensés. Ils n'en peuvent plus de cohabiter avec les ordures. Les jeunes de Dar Salam montent au créneau et interpellent les autorités publiques. Ils souhaitent que tous les moyens soient mis en œuvre pour délocaliser le site de la décharge publique dont la promiscuité avec la population a causé récemment 10 morts. Bien plus qu'une question de salubrité, c'est la vie de plusieurs dizaines de familles qui est en jeu. Les jeunes de Dar Salam veulent éviter un nouveau drame dans leur quartier. La méthode, empêcher les PME de faire des décharges. Une mesure nécessaire, mais qui cause d'autres problèmes au niveau des différents dépotoirs de la capitale. Les ordures débordent et rétrécissent certaines voies comme celle de Wanindara. Les jeunes du quartier ne veulent pas céder à la pression des gendarmes. Ils ne veulent plus voir un camion sur le site. On avait décidé de gréver pour ne pas qu'on n'amène plus ici des ordures. Parce qu'à cause du drame qui s'est effectué ici, il y a eu au maximum 10 morts. On voulait révolter, mais malheureusement, l'autorité ne nous a pas permis de gréver. Les PME qui y travaillent rejettent la responsabilité sur le gouvernement. L'État doit s'impliquer dans la gestion des ordures, c'est ce que nous résume ce éboueur. L'État ne joue pas son rôle parce que l'État n'assure même pas le transfert. Aujourd'hui, le dépôt, c'est bel et bien, le dépôt est rempli, mais si c'est bien aménagé, ça causera moins de problèmes aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est juste un petit temps.
Mais comme il n'y a pas autre dépotoir pour le moment, l'accessibilité c'est ici. Mais il faut bien aménager ici. Si ici n'est pas aménagé, Conakry ne serait jamais propre. En dépit de la catastrophe qui a coûté la vie à 10 personnes, certains habitants ne sont pas prêts à évacuer les lieux sans l'aide de l'État. Et pendant ce temps, dans la ville de Conakry, les ordures ont pris d'assaut les artères publiques. Des monstres d'ordures n'ont de cesse de grossir au jour le jour, causant au passage d'énormes bouchons. C'est le cas à Koza, Kankarefou, où usagers et riverains ne savent plus à quel saint se vouer. Idrissa Bari, El Hadj Aluba nous dresse le constat. Une montagne d'ordures à ciel ouvert, le spectacle se passe à Koza, Kankarefou, entre les rails de la CBK et la route Le Prince. Conséquence, d'énormes bouchons contraignant les usagers à se couvrir le nez pour éviter les mauvaises odeurs. Vraiment, ça c'est pas bon. La présence de ces ordures ici à Koza Carrefour, c'est pas du tout agréable. C'est une mauvaise décision de laisser les gens déverser ces immondices ici. D'ici jusqu'à Sonfonia, c'est comme ça. Partout, ce sont les ordures qu'on voit. C'est vraiment déplorable de voir ces ordures dans la circulation. Nous prions vraiment l'État de trouver une solution pour dégager ces ordures d'ici, parce que c'est vraiment honteux. En plus des embouteillages, la présence de ces immondices constitue un risque pour la santé des riverains. Cet ancien responsable du service public de transfert des déchets, érigé aujourd'hui en agence nationale d'assainissement, identifie les causes de l'insalubrité à Conakry. La première cause de l'insalubrité de la ville de Conakry, on appelle ça le manque d'éducation civique par rapport à l'hygiène publique. La deuxième cause, nous appelons ça les difficultés liées à l'accès au ménage. Parce que Conakry, c'est une ville qui a sauvagement grandi, sans tenir compte du plan cadastral. Et l'attraction animale est humaine, pas comme ailleurs. Pour Onivogui, l'unique solution pour lutter contre l'insalubrité à Conakry, c'est l'implication de tous les acteurs afin de mettre en place une unité de transformation. La solution, maintenant, là, il faut une usine de transformation des déchets. Conakry sera très propre, parce que la tonne d'ordures déjà biodégradable était discutée à $50 la tonne. Si c'est là, c'est comme maintenant les faits. Vous avez vu les enfants qui se promènent? Est-ce que vous voyez des ferrailles maintenant? Récemment, la décharge de Dar es Salaam s'est effondrée sous le poids des ordures, causant plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le ministre Bantamasso envoie un message à ses détracteurs. À peine nommé, le nouveau ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique prend les choses en main. Il a fait une déclaration sur ce qui s'apparente à son cheval de bataille. Il entend s'attaquer au prime abord à faire l'inventaire des biens classés dans le patrimoine de l'État. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma. Depuis plusieurs années, la Guinée a cessé de tirer les bénéfices de l'ensemble de son patrimoine. Les causes, ce domaine est laissé à l'abandon, faute d'investissement et de suivi. Arrivé récemment à la tête de la culture et du patrimoine historique, Bantamasso veut apporter du sang neuf. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, a décidé cette année de faire l'inventaire général du patrimoine culturel national une de ses priorités. Aujourd'hui, la Guinée regorge plusieurs sites archéologiques qui retracent son passé glorieux et historique, d'où l'importance de mettre ces monuments à l'abri du péril. Cette opération d'inventaire général du patrimoine culturel vise à recenser, étudier, documenter, protéger, promouvoir et transmettre aux générations présentes et futures les témoins matériels et immatériels de notre passé, notamment ceux liés aux monuments historiques, aux sites archéologiques et aux paysages culturels de notre pays. À côté des raisons de ce projet ambitieux, le repérage de ces valeurs symboliques va permettre la création de l'emploi dans la relance du secteur touristique, qui est un domaine incontournable de la promotion culturelle. La mise en œuvre de cette activité permettra, entre autres, d'offrir aux différentes communautés guinéennes
notamment les jeunes et les femmes, l'opportunité de créer des emplois, de générer des ressources et surtout de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Au terme de cette annonce, le ministre Bantama sollicite la collaboration des ministères partenaires pour mener à bien cette mission. Où en est-on avec la crise au sein du conseil patronal guinéen, en abrégé CNP? Un point de presse animé par le bureau du CNP version Mohamed Habib Anne ce mardi a épluché le conflit de leadership qui mine l'organisation patronale depuis maintenant 10 mois. Toutes les tentatives de conciliation semblent ne pas porter d'effet, constatons dans ce compte-rendu signé Mohamed Damaro Kamara, Abdoulaye Kamara. Depuis la libéralisation des organisations syndicales sous la Deuxième République, c'est la première fois que le mouvement patronal enregistre une crise d'une telle envergure. 10 mois après son congrès électif, le conflit de leadership qui le mine, puisqu'il ne s'agit que de cela, est loin de s'estomper, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé économique du pays. Ça gêne le développement du secteur privé. Parce que le rôle du patronat, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas de se servir du patronat, mais plutôt de servir le patronat. Cette lecture est mal comprise vis-à-vis de certains. Nous devons être là pour protéger le secteur privé. Des démarches auraient été menées pour tenter de démêler la situation avec une proposition de fusion des bureaux protagonistes en vain. Nous avons mis en place une commission de réconciliation du secteur privé. Ces sages se sont mobilisés, ces fédérations se sont réunies. On saisit toutes les autorités de ce pays et beaucoup de personnalités pour qu'on puisse demander à tous les acteurs du secteur privé de se mettre autour d'une table, d'accepter de parler d'une voix. Cependant, Habib Anne n'écarte pas l'existence d'une main noire derrière cette crise. Il estime que l'implication de l'appareil judiciaire à un moment donné n'a fait qu'enfoncer le problème. Nous avons été surpris un mois après, de façon spectaculaire, qu'on apprenne la signature d'un protocole d'accord entre mon frère, M. Kaba-Guiter, qui a été invalidé par le congrès qui a été annulé, et M. Sékou Cissé, ex-président par intérim du Conseil national du patronat de Guinée. C'est un protocole qui a été, en quelque sorte, entériné par les juridictions. Alors que dans des conditions normales et conformément aux conventions pour lesquelles la Guinée a adhéré par rapport à la liberté syndicale des employeurs, ces décisions et ces mutations se font à l'interne du Conseil national du patronat de Guinée. Le CNP Guinée version Abiban compte 29 fédérations patronales sur les 38. Quoique ce nombre, la légitimité de son bureau est toujours contestée par d'autres fédérations non négligeables et qui tiennent encore tête. Depuis cette brève, le gouvernement guinéen a fait son entrée ce mardi 5 septembre à la primature autour du Premier ministre Mamadi Youla. Ils étaient une vingtaine de ministres à répondre à l'appel. Une autre promesse pour soulager les usagers de la route. Bientôt, un métrobus en Guinée. C'est du moins le projet qui est en étude présentement à Conakry. Il est le fruit de la coopération guinéo-turque. C'est le groupe Al-Bayrak qui est en charge de sa mise en œuvre. Le tronçon Kaloum-Anta constituera la première phase du plan. Mohamed Hadjik Sherif, Ibrahim Assori Kamara. Pour faciliter le transport dans la capitale et minimiser le calvaire des usagers, les autorités turques veulent apporter de l'aide à la Guinée. Récemment, une équipe de topographes a été déployée pour s'assurer de la faisabilité d'un projet de métrobus. Malheureusement, le jour de la fête de Tabaski, un des topographes a été victime d'un accident de la circulation. Jour avant la fête de Tabaski, un topographe a été victime d'un accident sur l'autoroute Fidel Castro. Mais par l'invitation de l'ambassadeur de la Turquie et du ministère de la Santé turc, nous avons pu la patrie, la maladie par un avion ambulance. Malgré cet accident, le projet n'est pas entaché. Le partenaire turc rassure quant à sa continuité. Le métrobus, une fois opérationnel, reliera la commune de Kaloum à Anta. Le projet, ça n'arrête pas. Notre cadre, le topographe, il est là même. Avec lui, on commence les travaux demain même.
Avec la mise en circulation d'un métrobus à Conakry, les citoyens ne peuvent que se réjouir, même si l'exécution du projet doit encore attendre quelques années. Le 15 septembre, c'est la date de la prochaine rentrée des classes en République de Guinée. À quelques jours de cette date, vraisemblablement, nombre d'établissements d'enseignement n'ont pas fait leur toilette à côté de ce grand lot. En revanche, d'autres, à l'image du lycée de l'excellence dans la commune de Matoto, ont bénéficié d'une retouche. Mariam Fodé Camara, Mohamed Sengsouma, reportage. Contrairement au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya qui se trouve dans un état de délabrement poussé et le lycée franco-arabe où certaines salles de classe sont transformées en garderie de moutons, le lycée d'excellence, lui, bénéficie du soutien de l'État. L'établissement est entretenu, les 3 blocs sont repeints, la cour est débarrassée des ordures. Comme vous avez vu, l'école est bien clôturée. C'est une école publique. Le niveau des préparatifs, nous pouvons dire que nous sommes à 82%. Du côté de l'assainissement, nous sommes aussi beaucoup avancés dans l'assainissement de l'école. Chez nous ici, on n'a pas un problème de table-banc. Et les tableaux aussi sont dans de bons états. Sur le plan technique, la directrice des études met les bouchées doubles. Techniquement, d'abord il y a une préparation préalable. Nous avons fait l'emploi du temps général. Nous avons fait les emplois du temps individuel. Aussi la répartition des élèves pour au jour de la rentrée, que chaque élève soit orienté dans sa classe. Quand le professeur reçoit son emploi du temps, il sait que le jour de la rentrée, il doit être là. Il reste à savoir quel sera l'avenir des autres établissements publics dont la plupart se trouvent presque à l'abandon. Et puis, décidément, à Conakry, les hors-la-loi règnent à maître. Tenez, hier, c'est un colonel de l'armée de l'air à la retraite qui a reçu la visite de 2 individus armés à Antafassa, dans la commune de Matoto. Après s'être servi d'un otage, ils ont emporté de l'argent, des téléphones portables et des tablettes. L'opération s'est soldée par un blessé par balle. Plus d'explications dans cet élément de reportage signé Mohamed Souma Alseni Kamara. Ces impacts de balles, laissés certainement par un gros calibre, témoignent de la stupeur de la nuit dernière. Entre 5h et 6h du matin, 2 assaillants armés d'un fusil automatique et d'un couteau ont fait irruption dans la cour, poursuivant cette habitante avant de s'en servir comme bouclier pour leurs besoins à tour de rôle dans les maisons. Encore sous le choc, elle revient sous le scénario. Ils nous ont dit, si vous ne donnez pas vos téléphones et puis de l'argent, on va tous vous tuer. J'ai demandé à l'autre qui me tenait, il avait un gros couteau. Je lui ai dit, pardon, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je partais à mon lieu de stage. Il dit, je ne vais pas te tuer, mais tu vas nous servir de couverture pour qu'on sorte. Ils ont commencé à tirer jusqu'au niveau de la porte. Ils ont tiré partout maintenant. Mon grand-père était là. Je ne sais pas lui aussi s'il voulait tirer sur eux, mais comme il a vu que j'étais avec eux, donc il n'a pas pu faire quelque chose. Quand ils ont tiré maintenant partout, la balle lui a touché sur le front. Donc moi, ils m'ont jeté maintenant. Ils ont couru pour aller. Abdoulaye Silla, un colonel à la retraite, tente une riposte. Des coups de feu ont duré une dizaine de minutes, à quelques lieues seulement d'une brigade de la CMIS qui n'interviendra pas à temps. De quoi provoquer l'ire du voisinage, surtout que ce genre d'attaque n'est pas le premier. Nous avons 2 unités à côté. Il y a la police qu'on appelle la CMIS 4 de Anta qui est à côté. Nous avons la gendarmerie. À chaque événement, nous remontons des informations. Qu'on soit en contact avec eux ou pas, eux ils connaissent leur travail. Ce qu'ils doivent faire, quand tu penses les dépenses énormes qu'on fait pour eux, hein, ils ne peuvent pas vraiment sauvegarder la sécurité des personnes. Ça c'est vraiment grave. Ça c'est grave. Le père de famille voit sa riposte à l'arme échouer. Conduit d'urgence à l'hôpital de la base militaire de Yimbaya, il doit subir une opération afin d'extraire un débris de plomb logé dans son frontal. Aucune piste poursuivie par la police et la BAC 3 venue sur les lieux. Cette dernière unité a emporté les douilles des balles des agresseurs. Une enquête va commencer.
Mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette édition d'information au cadrage pour vous. Camara Ibrahima Souri et Ibrahima Souma étaient présents à la régie Tierno Madjouba, Nala Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabay de Francis Collier. Merci encore une fois de votre attention. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez donc une excellente de programme à notre compagnie sur Espace TV. Regardons bien.